Merci de rester fidèle au programme de BB24 et à votre émission Wikeko. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce numéro, les nouvelles mesures fiscales introduites dans le projet de loi de finances 2019. Actuellement en commission budgétaire à l'Assemblée nationale, le projet de 2019 s'établit en recettes et en dépenses à plus de 1877 milliards de francs CFA contre 1862 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de 0,8%. Analyse des innovations introduites dans le projet de budget au cours du décryptage. En dossier de la semaine, le gouvernement a enclenché il y a peu le processus d'élaboration de sa stratégie nationale d'inclusion financière. L'inclusion financière, un concept encore difficile à cerner. Quel sens revêt-elle? Quels sont ses atouts et quel est l'état des lieux de la microfinance face aux enjeux liés à l'inclusion financière? On en parle également dans un instant. Wikeko du dimanche 11 novembre 2018 démarre ici avec le mini-journal qui est présenté par Amandine Agnambossou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal. Le secteur privé contribue pour beaucoup à l'économie béninoise, mais ce n'est pas encore suffisant. Conscient de cette réalité, l'État béninois a sollicité l'Agence française de développement AFD pour appuyer ce secteur avec des opportunités. Une initiative appréciée des investisseurs privés, mais qui cependant souhaitent que ces opportunités puissent réellement répondre à leurs besoins. Plus de précisions avec Estelle Pazou et Bruno Rotekbo. Pour la réalisation de son programme d'action, le gouvernement béninois mise à 61% sur le secteur privé. Il n'est donc pas question de penser développement sans l'apport de ce secteur qui a longtemps souffert d'investissements et surtout d'opportunités. À coup de réforme et d'assainissement du partenariat public-privé, le gouvernement béninois veut inverser la tendance. Ceci avec l'accompagnement de son partenaire historique qui est l'Agence française de développement. Dans ce contexte, le groupe de l'Agence française de développement a remis au cœur de sa stratégie de développement le secteur privé et a entrepris une profonde réforme pour franchir une nouvelle étape dans le rapprochement entre le groupe AFD et le secteur privé. Plusieurs outils d'application comme les prêts, l'accompagnement technique, les fonds d'investissement seront mis à disposition des entreprises privées dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du tourisme, de l'agro-industrie ou encore de la microfinance. Au-delà de ces financements des entreprises, le groupe AFD ne néglige pas les besoins des États qui souhaitent mettre en place des politiques incitatives en direction du secteur privé, notamment des PME. Donc le financement du secteur privé, mais aussi le soutien à la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé. Pour ainsi dire qu'il faut pouvoir compter et miser sur le secteur privé. Pour les acteurs, la démarche est louable, mais il faut tout de même qu'elle réponde à leurs besoins. Nous ne pouvons qu'applaudir pour dire qu'effectivement c'est une bonne chose, mais applaudir pourquoi exactement en termes de financement des entreprises. Nous avons des besoins bien précis pour l'accessibilité à nos marchés, pour compétir au regard des PPP qui se font et qui se mettent en place et dont on est pour la plupart tous des chantres. Eh bien, il faut justement que ce type de partenariat, ce type de recherche de financement du secteur privé se fasse d'une part pour faire monter les dirigeants en compétences, deuxièmement pour leur donner les moyens de s'équiper et de pouvoir hautement, à défaut de lutter avec ou de compétir avec les organismes, les organisations internationales dont les compétences sont avérées, et bien de pouvoir assurer le relais de ces compétences internationales sur le marché béninois. Une séance d'échange initiée par le ministère du Plan a permis aux deux parties que sont les investisseurs privés et l'AFD d'accorder leur violon.
Le paiement des redevances liées aux droits d'auteur et droits voisins continue de faire polémique dans le milieu artistique et audiovisuel. Malgré l'existence d'une loi, les différents acteurs peinent toujours à verser leurs redevances afin d'améliorer le revenu des artistes. À l'occasion de la quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora, l'importance des droits d'auteur est d'actualité. Ulvaïs Balogun, Bruno Hotekbo. Loin d'être une taxe, encore moins un impôt, le droit d'auteur est la contrepartie forfaitaire payée par un usager qui utilise une œuvre de l'esprit. Au Bénin, son paiement s'impose toutes les fois que les œuvres de l'esprit sont utilisées par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit. Mais le constat est tout autre. Tous les utilisateurs d'œuvres de l'esprit ne s'acquittent pas des redevances. Par conséquent, ils utilisent les œuvres de l'esprit à des fins lucratives dans l'ombre. Sous d'autres cieux, par an, les gens sont dans les centaines de millions par rapport aux droits d'auteur qu'ils perçoivent. Et chez nous, allez-y voir, la dernière répartition, les gens sont arrivés, ils n'ont pas trouvé un copec. Et pourtant, le Bénin dispose depuis 2005 d'une loi relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins. Nous nous sommes dit maintenant, il faut aller, c'est-à-dire dans le sens du social de la vie de l'artiste. Nous allons œuvrer pour le recouvrement de redevances de droits d'auteur, pour que tous les consommateurs d'œuvres d'esprit, à savoir vous les médias, les radios et les télévisions, les hôtels, les bars, les restaurants et les prestataires de sonorisation, pour le paiement de redevances de droits d'auteur. Si les gens vraiment se libèrent des droits d'auteur, il y aura peu d'artistes miséreux au Bénin. Ce qui passe par la promotion des œuvres des artistes musiciens locaux à travers la quinzaine nationale de la musique béninoise et de la diaspora. Ainsi, 78 radios et télévisions béninoises sont mobilisées sur toute l'étendue du territoire national pour jouer de la musique 100% béninoise durant 15 jours. Quand les gens déclarent 100 œuvres et ils payent les droits d'auteur, et que dans la déclaration, que c'est 30% qui est de musique béninoise qui est exécutée, les 70 autres iront à l'extérieur, iront à l'extérieur. Alors, nous n'avons pas assez de ressources et le peu que nous avons, on va les laisser s'échapper. Non, c'est d'ailleurs pour ça que nous œuvrons, pour que si les gens déclarent 90%, 80%, c'est que notre ressource reste au pays, chez nous, les artistes. Et c'est avec ça que nous allons vivre quand même, c'est pour faire tourner la société. C'est ça, c'est notre combat. Un combat pour sortir l'artiste musicien de la précarité et lui permettre de vivre de son art. La répartition se fait 2 fois par an, par semestre. Alors que quand les artistes viennent en ces temps-ci, il n'y a pas de grand chose dans la cagnotte. Et nous allons vous exhorter, vous les médias, et tous les autres consommateurs, à payer les redevances de droits d'auteur pour que les artistes, quand même, se sentent mieux. Il s'agit donc d'attirer l'attention de tous les consommateurs pour une prise de conscience collective en vue du paiement des droits d'auteur indispensables pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes béninois. La réparation des téléphones portables représente aujourd'hui une nouvelle filière qui se constitue progressivement eu égard à l'importance de l'usage des téléphones portables dans la vie des hommes. Petite immersion dans ce monde informel de techniciens, de dépanneurs, de réparateurs et de clients, c'est un élément de Clotaire Awekou et Ghislain Roukpono. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les ordinateurs et autres téléphones portables sont au cœur de l'activité humaine. Et leur prééminence aujourd'hui dans la vie des hommes a vu émerger, parlant des téléphones portables, une nouvelle génération dite des têtes baissées, TB. Et quand une défaillance technique ou toute autre panne affecte ces téléphones portables, c'est la ruée vers les techniciens, réparateurs et autres dépanneurs. Un nouveau monde qui se crée, une nouvelle filière progressivement qui se constitue et dont la plupart bricolent, se débrouillent, travaillent à tâtons. Quant aux questions relatives aux pannes les plus fréquentes observées, aux coûts de réparation, aux relations avec les clients, en somme, aux conditions de vie de travail, en voici quelques réponses triées sur le volet. Les pannes aujourd'hui, à l'aide de l'Android, nous avons l'écran, le bout de charge, des problèmes de réseau souvent qui se posent au niveau de ces portables. Et la reprogrammation, la flash, le déblocage. Parmi nous, il y a des brebis galeuses et d'autres sont satisfaits, par contre d'autres ne sont pas satisfaits. Donc ils sont toujours à la recherche de ceux qui peuvent les satisfaire. On fait notre petit bonhomme de chemin. C'est vrai, on ne peut pas tout attendre de l'État.
Et avec ça, on se démène quand même. Les pannes que les clients nous amènent, c'est les écrans qui sont cassés, qu'on doit changer, et puis les bouts de charge. Très souvent, il y a satisfaction, mais il y a certains téléphones qu'on n'arrive pas à trouver leurs écrans. Les téléphones venus de France, par exemple. Non, c'est des téléphones Android, seulement c'est les marques là. C'est les marques là qu'on n'arrive pas à trouver leurs écrans. Parce que ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes écrans. C'est Android, mais ce n'est pas les mêmes choses. On ne peut pas dire qu'on s'en sort parce que voilà, on n'arrive pas à trouver les pièces. Comment vous pouvez qu'on soit satisfait? Non. Il n'y a pas tout à fait la satisfaction. Le GSM, c'est l'électronique et les électroniques ont souvent des pannes de l'électricité. Parfois, nous sommes en temps de pluie actuellement. Il y a la pluie qui frappe les clients. Les téléphones, les écrans ont des problèmes. L'allumage a des problèmes et les bouts de charge aussi. Bon. Compte tenu de la situation actuellement, on ne peut que faire avec. Sinon, c'est notre boulot, c'est ce que nous avons appris à faire. Même dans la vente, dans la réparation, on est dit que le peu gain de pain que nous pouvons avoir, c'est ce on se débrouille avec pour le moment. Et ça arrive souvent avec les clients. Je ne suis pas satisfait, ou tu fais le téléphone s'éteint, ça se crame, le client fait du bruit, il amène ses problèmes ou bien il te dit de ramener son téléphone comme c'était avant. Oh, c'est pas toi le fabricateur de l'électronique, nous ne sommes pas chinois, nous ne sommes que des réparateurs. Donc on ne peut que faire le peu que nous avons appris et donner notre force pour satisfaire toute la clientèle quand même. Du côté des clients, principale interface dans ce nouveau commerce, motus et bouche cousue. Un seul fait exception. Je suis venu réparer mon téléphone. Le téléphone est tombé. Quand j'allume ça s'allume, mais ça ne s'affiche plus. C'est pourquoi je suis venu ici réparer ça. À voir ce que le technicien est en train de dire, c'est sûr que je vais réparer avec mon téléphone. Immersion dans ce monde de réparation, de dépannage des téléphones portables, un monde fait de briques et de brocs, a permis de comprendre un peu le fonctionnement de cette nouvelle filière qui évolue pour l'essentiel dans l'informel et d'ajouter que les quelques centres régulièrement installés et souvent concessionnaires des téléphones portables de grande marque se refusent à cette courte envie de comprendre. Et c'est la fin de ce mini-journal. Très bonne suite de Wikeko. Merci à vous, Amandine Agnambossou. Parcourons à présent les journaux. C'est la revue de presse économique, une signature de Gloria Oni. Bonjour à tous et bienvenue à la revue économique de la semaine. Démarrons par le renforcement de l'autonomisation de l'énergie électrique au Bénin. La nation mentionne en manchette approvisionnement électrique fiable et économique. Le Bénin éligible à un important financement. On peut retenir des colonnes du journal que 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, bénéficient d'un projet d'interconnexion dorsale de la Banque mondiale. Un financement de montant global de plus de 270 milliards de francs CFA qui permettra à ces pays de progresser dans la mise en place d'un approvisionnement électrique fiable et économique. Le journal précise que cette interconnexion régionale va permettre non seulement d'accroître le volume total d'électricité fourni à un coût moyen inférieur, mais aussi de renforcer la fiabilité du système et la stabilité du réseau et partant de développement encore la part des énergies renouvelables. Parlons des petites et moyennes entreprises à présent avec l'économiste qui titre « Développement des banques et PME, un salon d'affaires et de l'innovation autour du numérique ». Le journal nous apprend que la 4e édition du salon des banques et PME de l'UEMOA a débuté ce jeudi à Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Ce salon répond à un besoin d'intensifier les échanges sud-sud, notamment les échanges entre PME-PMI de l'UEMOA pour une amélioration constante du climat des affaires au service de la croissance et du développement en Afrique. Il a réuni dans un même espace des PME avec les interlocuteurs utiles à leur réussite afin d'échanger sur leurs organisations, leurs difficultés et partager leurs réflexions et leurs meilleures pratiques pour bâtir des petites et moyennes entreprises innovantes et performantes à l'ère du numérique. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État est à Norvège pour rencontrer les
les investisseurs. Fraternité titre, 8e sommet nordique et africain des affaires. Talons à la rencontre des investisseurs en Norvège. Le journal nous apprend qu'à l'issue d'une séance de travail avec Erna Solberg, Premier ministre du Royaume de Norvège, un mémorandum d'entente relatif à la coopération a été signé. Le journal ajoute que la délégation prendra part au sommet nordique et africain des affaires au cours duquel il sera question de faciliter l'investissement et les relations commerciales entre les institutions de financement de projets de développement. L'économiste renchérit et titre promotion de l'économie bleue, talent à la conquête des investisseurs. Le journal notifie que durant le séjour du chef de l'État, il va s'entretenir avec des hommes d'affaires en leur demandant de jeter leur dévolu sur le Bénin, vu le vaste étendue de côtes maritimes et la superficie hydraulique très enviée que détient le Bénin. On termine cette revue par l'utilisation de l'Internet au Bénin. L'économiste titre « Sur 8,7 millions d'abonnés aux opérateurs de téléphonie mobile que compte le Bénin, 4 600 961 se connectent à l'Internet mobile. » Selon le rapport de 2017 de l'Autorité de régulation des communications électroniques de la Poste ACEP, le journal poursuit et nous informe que cet état de choses témoigne du dynamisme du marché de l'Internet au Bénin. Cela prouve également que l'Internet mobile connaît une croissance continue. En effet, la pénétration Internet mobile est de 40,16% en 2017 contre 25,17% au 31 décembre 2016, soit un gain de près de 15 points. Fin de cette revue sur Wikeko. Je vous retrouve dimanche prochain pour d'autres informations. Merci à vous, Gloria Oni. On vous retrouve avec plaisir pour un prochain numéro. Place à présent au décryptage. « 1877 milliards de francs CFA équilibrés en recettes et en dépenses. Telle est la prévision de la loi de finances 2019. Un budget en hausse par rapport à celui de 2018 et qui comporte de nouvelles mesures. Des mesures d'ailleurs qui devraient permettre au Bénin d'atteindre et d'accélérer le rythme de croissance économique. En quoi ces nouvelles mesures peuvent-elles impacter l'économie béninoise? On en parle avec, sur ce plateau, Marcel Zoumenou. Marcel, bonjour. Bonjour Evaïus. Vous allez bien? Ça va très bien. En face de vous, Gédéon Weba. Gédéon, bonjour. Bonjour Evaïus. Vous allez bien? Très bien. Alors Gédéon, on a la loi des finances 2019 qui est en hausse de 0,8% par rapport à celui de 2018 qui lui était en baisse de 7,3%. Est-ce le signe d'une croissance annoncée? Non, voir sous cet angle, moi je pense que c'est peut-être mal analysé la chose. Est-ce qu'on parle de prévision budgétaire? Ce n'est pas forcément des choses qu'on peut réaliser à 100%. Donc c'est une prévision en fonction des perspectives économiques qui s'annoncent. Est-ce que les perspectives économiques qui s'annoncent sont toujours vérifiées dans le temps? C'est une question. Ouais. Mais c'est toujours bien d'être objectif et d'être, comment je veux dire, futuriste, d'être visionnaire pour le pays, dire que bon, on fera de meilleures performances économiques et projeter le budget en conséquence. Donc pour ça, je ne suis pas contre. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et justement, il est dit, Marcel, que les recettes vont augmenter de 8,9%. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est pas trop, mais je crois que c'est quand même un effort. C'est pour coller à la philosophie du gouvernement qui, je crois, depuis un certain moment, a décidé de faire de la mobilisation des recettes internes une priorité. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même très normal pour ça. Mais c'est peut-être quand on va parler des nouvelles taxes que moi, je pourrais avoir à dire des choses. Alors, justement, des nouvelles taxes, il y en a dans la loi des finances. Nous avons la taxe sur le tabac qui passe de 40 à 50%. Est-ce une façon de décourager les fumeurs, une façon de faire revenir des recettes à l'État? Oui, je crois que c'est les deux. Hein. Vous savez que nous connaissons tous le fait que le tabac, ce n'est pas quelque chose qui est très bon pour la santé. Et donc, le gouvernement a décidé de tasser un secteur qui, normalement, ne devait pas poser problème. Vous savez que depuis un certain moment, dans beaucoup de pays, pas seulement le Bénin, il y a eu quand même
des taxes sur le tabac dans les pays occidentaux où la majorité des gens consomment le tabac. Moi, je trouve qu'à ce niveau, bon, c'est quand même un bien. Parce que quand nous voulons tasser, je crois qu'il faut tasser juste. Il faut voir les secteurs qu'on peut tasser qui ne couvrent pas assez de gens, des choses peut-être sur lesquelles on peut s'en passer. C'est aussi une manière de décourager un peu la consommation du tabac, n'en déplaise aux firmes qui fabriquent le tabac. Le tabac. Alors justement, la taxe sur le tabac, 80% sera allouée au trésor public et 20% à la promotion du sport. Ouais, sur le tabac, moi je pense que c'est une très bonne mesure et que le gouvernement a eu à prendre parce que si vous vous en souvenez, il y a, je crois, quelques mois, il y a une nouvelle loi anti-tabac au Bénin. Oui. Donc je pense que le gouvernement s'est aligné sur cette loi et a fixé en conséquence la taxe. Est-ce que c'est pour décourager? Moi, je pense que c'est l'objectif premier. Parce que quand on parle de taxe, ce que ça rapporte au budget national, ça n'atteint même pas 1 milliard. C'est autour de 400 millions. Donc le tabac ne rapporte pas grand-chose au budget national. Donc je pense que le gouvernement a bien fait d'augmenter cette taxe et de décourager la chose parce que les conséquences sur la santé, c'est plus que ce que ça rapporte à l'État. Alors, l'autre taxe qui quand même fait assez polémique, c'est la taxe dans les séjours, de séjour dans les hôtels et autres résidences assimilées, une taxe qui tout de même quand même sera affectée au développement du tourisme. Pourquoi ça fait autant polémique? Non, moi, je vais analyser la chose autrement. J'ai l'impression que on en crée assez, moi c'est ma lecture, parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas créer assez de tasses. Est-ce que déjà les tasses existantes sont bien collectées? Est-ce qu'aujourd'hui on arrive déjà à engranger beaucoup de recettes publiques à partir de ces tasses qui existent déjà? Parce qu'en créer beaucoup, ce n'est pas la solution forcément. On peut en créer une centaine, mais est-ce qu'on peut arriver à rentabiliser par rapport à ce qu'on crée? Moi, je pense qu'il faut d'abord mettre l'accent sur ce qu'on a, l'existant, faire en sorte qu'on puisse mobiliser assez de ressources à partir de ça d'abord, et après on pourrait faire l'évaluation pour voir si on ne peut pas créer d'autres tasses à tel niveau ou à tel niveau. Mais l'évaluation se fait quand même, puisque... J'ai bien l'impression que ce ne soit pas une évaluation vraiment juste, parce que si on le fait, moi, avec les tasses qui existent déjà, on peut déjà avoir, comment je vais dire, un niveau de recettes plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Moi, je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, j'ai bien l'impression même qu'il y a une certaine, je ne dirais pas discrimination, mais une certaine, un désavantage par rapport aux couches défavorisées. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir, ceux qui sont riches essaient toujours, je n'ai pas les preuves, mais je sais que par pratique, ceux qui sont riches essaient toujours d'être subtils, d'échapper, voilà beaucoup d'échapper aux impôts. Parce que quoi, ils ont des relations. Et quand on vous flanque un impôt de 500 millions, vous pensez que, comme un citoyen ordinaire à qui on flanque un impôt de 500 000, ce n'est pas la même chose. Il va négocier. Tout à fait. Où il trouve des mesures pour, il peut soudoyer les gens, il peut faire des trucs pour échapper. Et vous voyez la comparaison que je fais. 500 millions et 500 000, il n'y a pas photo. Donc c'est pour dire quoi? Si on arrive à mettre en place un mécanisme qui puisse permettre de renflouer les caisses avec les tasses existantes à partir d'une surveillance des contribuables, je pense que ce serait mieux que de dire, bon, on va créer assez d'impôts, assez d'impôts, assez d'impôts. Bon, Marcel, êtes-vous d'accord avec Gédéon quand il dit qu'il y a trop de taxes, qu'on crée trop de taxes sans évaluer véritablement ce que ça apporte? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que là, il y a une nuance importante à apporter, c'est que ce n'est pas une nouvelle taxe. Tout à fait. C'est une taxe qui existait. Et peut-être ils ont changé de nom, ils ont peut-être élargi, augmenté le montant. Il existait depuis toujours une taxe sur les nuitées qui était de 500 francs. C'est pourquoi quand vous allez dans les hôtels, les prix c'est toujours 10 500, 8 500, quelque chose 500. Et maintenant, le gouvernement a peut-être augmenté et élargi aux chambres de passage, excusez-moi le terme, ce qu'on appelle dans le jargon, les CPO. Désormais, quand vous faites une heure, vous devez payer 500 francs par personne. Maintenant, à ce niveau, moi, j'ai un petit commentaire parce que quand j'ai regardé comment les tasses ont été imposées, on a dit les chambres d'hôtel qui vont de 0
à 100 000 francs, ils vont payer une taxe de 1 000 francs par personne. Mais moi, je pense qu'on pouvait proposer autre chose et ne pas donner l'impression qu'on est contre le tourisme, alors que le gouvernement lui-même a fait... Cette taxe-là, normalement, c'est même pour promouvoir le tourisme. Oui, mais ça décourage les gens à faire du tourisme. Mais comment? Oui, parce que je donne un exemple. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand nous voulons faire du tourisme, c'est d'abord de développer une sorte de tourisme de proximité. Le tourisme de proximité, c'est que permettre aux Béninois eux-mêmes de faire du tourisme dans leur propre pays. Je pense à un couple... Voilà. Parce que quand vous voyez les pays comme la France, les grands pays qui tirent la majorité ou bien beaucoup plus de recettes du tourisme, c'est qu'il y a dans leur propre pays des touristes locaux qui visitent les sites. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de Béninois aujourd'hui qui sont allés déjà à la Pandjari. Même à Ouida, tout près, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai fait l'expérience dans mes... Et donc, vous pensez qu'il aurait fallu une exonération pour les locaux? Non, pas du tout, mais je suppose que la plupart des chambres d'hôtel où les Béninois, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, varient entre 0 et 15 000 francs. On pourrait maintenir le taux de 500 francs à ce niveau. Et on suppose que ceux qui ont beaucoup plus de moyens, les gens qui viennent de l'extérieur, qui ont peut-être les moyens de louer des chambres de 50 000, là, à partir de 15 000 ou peut-être de 20 000, on peut commencer par tasser 1 000 francs, peut-être au-delà de 50 000, aller même à 2 000 et ainsi de suite. Et là, on aurait permis aux Béninois qui n'ont pas assez de moyens, mais qui ont envie de faire du tourisme dans leur propre pays ou bien de changer d'aide, d'avoir cette possibilité. Parce qu'il faut lier les choses. Je donne l'exemple d'un couple béninois qui quitte peut-être Porto-Novo et qui va peut-être passer un week-end à Ouida, par exemple. Ils ont envie de visiter le temple des Pitons, envie de visiter peut-être la forêt sacrée, envie de visiter cela. Et qui déjà à Porto-Novo, ils doivent préparer 700 francs pour les péages. Et ils arrivent à Ouida et ils doivent encore sortir, peut-être s'ils y vont avec 2 enfants, peut-être trouver 4 000 francs sur ce qu'ils devaient payer pour les frais chauds. Et ça décourage le tourisme local. Oui, ça décourage peut-être, mais ça permet quand même de renflouer les caisses de l'État. Il faut, pour un moindre mal, il faut accepter se sacrifier. Je ne sais pas si vous savez, quand le truc est réduit, ça permet à beaucoup plus de personnes d'avoir assez. Et quand beaucoup ont assez, l'argent que vous gagnez est beaucoup plus important. C'est un peu comme vous vendez un produit. Si vous diminuez le prix, vous aurez beaucoup plus de la clientèle. Alors, que de tasser beaucoup plus et vous réduisez. Moi, je crois qu'il faut élargir, encourager. Si l'objectif, c'est d'encourager le tourisme. Alors, l'objectif, évidemment, au-delà d'encourager le tourisme, c'est également de renflouer les caisses, comme je le dis. On a, par exemple, de nouvelles mesures qui sont introduites, dont, par exemple, la baisse pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui payaient 400 000 et qui doivent voir désormais leur impôt passer à 150 000. Ça c'est salutaire. Moi, je l'ai salué. Et parce que c'était raisonnable. Moi, j'ai vu des gens, des jeunes qui se sont engagés dans l'entrepreneuriat qui, au bout d'1 an, 2 ans, ont fermé parce qu'ils ne pouvaient pas payer ces choses-là. Et là, il faut dire que les taxes sont revenues de passer de 400 000 à 150 000, mais c'était le gouvernement lui-même qui, dans un passé récent, l'avait amené à 400 000 avant de se rendre compte que les fruits ne tiennent pas la promesse de frais. Et donc, moi, je suis d'accord avec le retour à ce montant. C'est à saluer parce que ça monte. C'est tout à fait. Non, voilà. C'est ça que je dis. Je dis que ça, là, c'est à saluer et ça, on va encourager beaucoup plus les entreprises, surtout les entreprises créées par des jeunes, de pouvoir survivre, des startups, de survivre et de durer dans le passé. Parce qu'il y a une sorte d'impôt que moi je ne comprends pas. Ça dit que moi j'ai tout été contre ce principe qui fait que quand même tu crées une entreprise, tu ne gagnes rien, tu dois payer quelque chose. Et c'est ça qui fait qu'on a dit l'impôt minimum. Moi, ça me crée des problèmes. Au lieu de dire ça, moi, j'aurais souhaité qu'on élargisse la pièce fiscale. C'est un discours qui se tient dans notre pays depuis des années, mais ça n'a jamais été fait. Je prends par exemple le cas je connais des gargotes à Cotonou qui brassent en moyenne 100 à 200 000 de chiffre d'affaires par jour. Et qui sont purement dans l'informel, qui ne donnent rien. Alors que le gouvernement pouvait, je ne sais pas, trouver un moyen. Moi, je prends, voilà, moi, je prends même que on puisse même donner, comment vous appelez, le registre de commerce gratuitement à beaucoup de... Et trouver une forme de taxation qui tienne compte du genre d'activité que la personne fait. Et ne pas être obligé de tasser quelqu'un qui n'a pas trouvé un marché, mais qui est obligé de payer 150 000 francs, par exemple. Je trouve que ce n'est pas possible. C'est même contre le principe et la philosophie de l'impôt, qui est que tu dois donner un peu de l'argent que tu trouves à l'État.
Alors, Gédéon, vous êtes d'accord avec les propositions que Marcel fait par rapport à cette façon de payer les taxes? Je suis complètement en phase avec lui. Je pense que on a une vision, c'est vrai, on a une vision de développement pour le pays. On veut que les Béninois fournissent plus d'efforts pour accompagner le gouvernement. C'est vrai, c'est une bonne chose. On doit compter sur nos propres efforts d'abord. Cette politique, je suis à 200% d'accord. Mais le problème, là où se pose le véritable problème, c'est que moi j'ai l'impression que l'approche pose un peu problème. L'approche, ça dit que ce n'est pas la création tous azimuts de taxes ou d'impôts qui fait que forcément on va renflouer les caisses de l'État. Non, pas du tout. Moi je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un expert en matière d'imposition, mais je trouve que trop d'impôts tue l'impôt. C'est ce qu'on dit. Il faut trouver des mécanismes pour faire en sorte que les impôts qu'on a déjà sur le terrain, qu'on puisse faire en sorte que ça puisse rapporter le maximum. Je vous ai parlé je prends des bâtisses simplement dans Cotonou. Il y a des impôts sur le loyer, impôts sur l'immobilier. Oui. Si vous comptez le nombre de maisons dans Cotonou, c'est pas peu. Oui, mais on perçoit quand même c'est ce que je vous dis. Je dis, ce n'est pas évident que tout le monde paye. D'accord. Ça là, c'est même à 98%. C'est pas évident. Bon, évidemment, vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites. Donc, je vous dis que tout le monde ne paye pas. Parce qu'on envoie des agents sur le terrain pour aller faire l'opération. Oui. Lorsque l'agent va dans une maison et trouve quelqu'un et dit, bon, mon gars, ton fichier là, c'est tant qui est marqué sur ça. Bon, le gars, il trouve fatigué, affamé, il dit, bon, prends 10 000. Hein, il faut laisser ça comme ça. Alors que normalement, ce bâtiment peut-être peut connaître une réévaluation. Oui. Parce qu'en temps, ça a été modifié. Alors maintenant, avec la loi également sur le bail, on arrive... Les gens seront à même de payer les impôts si les impôts ne sont pas trop élevés, voilà. Si les impôts ne sont pas trop, comment je vais dire, nombreux. Oui. Et si on ne fait pas en sorte qu'on sente une pression, une suppression même. Hein, alors, au-delà de cela, si on en revient à la baisse pour les petites et moyennes entreprises, pensez-vous que cela puisse booster le climat des affaires au Bénin? Oui, absolument. Je suis d'accord avec lui. Quand il parle de résilience, c'est même, je suis d'accord avec le gouvernement. Je félicite même le gouvernement parce qu'aujourd'hui, c'est presque un taux zéro. Ouais. Pour ouvrir une entreprise, je crois que c'est un forfait que vous payez. Non, c'est sur ce plan, franchement, on a fait du progrès. Aujourd'hui, normalement, je crois que tout le monde doit chercher à aller dans le formel parce qu'il y a des avantages, même si les impôts sont là et qui poussent, qui découragent. Mais une chose est claire, il faut que, parce que dans le budget passé, on a fait, je crois, 60% de recettes propres et 40% de recettes financées par les SRE. La balance a été renversée, la balance de financement du budget national. On était à, je crois, 60%. Propre et 40% de financement sérieux. C'est une bonne chose. Si on peut même aller à 70% de financement propre et 30% de financement sérieux, c'est une bonne chose. Mais dire qu'il faut créer à tout vent oui, mais impôts, créer des impôts, créer des taxes à tout vent, on a quand même la société civile qui a salué la transparence budgétaire quand ils étaient à l'Assemblée nationale. Non, entre la transparence budgétaire et la qualité des dépenses, il y a deux choses, il y a deux fossés. Hein. Oui. Est-ce que aujourd'hui la qualité des dépenses permet de soutenir le budget? Parce que toute la question est là. Si au lieu d'acheter, je ne suis pas gouverneur, je ne suis pas là au commandement, mais les options qu'on fait, est-ce que forcément c'est des options idoines et des options indiquées pour qui puisse permettre quand même au budget de soutenir le rythme de dépenses? Alors, une dernière chose, on a une taxe de 1% qui est imposée aux grandes entreprises pour le développement du sport. Ça fait partie des nouvelles mesures introduites dans la loi des finances. Pensez qu'avec ça, aujourd'hui, on peut espérer que le sport se développe? Je crois que c'est l'objectif. Parce que là, on en arrive au financement du sport, ce qui n'était pas véritablement le cas. Oui, c'est bien de penser à créer une taxe comme ça, mais est-ce que, moi je ne sais pas, peut-être parce que je ne suis pas aux affaires. Il y a plusieurs manières. Oui. Vous allez voir en Occident, les pays où le football, où le sport est bien développé, il y a plusieurs manières de lever des fonds. Ce n'est pas forcément les impôts. Il y a beaucoup de structures ici au Bénin qui... Moi, monsieur m'a raconté un jour une anecdote que je trouve vraiment vraiment intéressante. C'est quoi? Il dit que pour construire sa structure,
préfère taire le nom de la structure. Oui, il a suffi qu'il augmente 10 francs sur les produits que la structure vend. Okay? Ils ont fait l'expérience sur 2 ans. Et ils s'en ont sorti avec 2 milliards. De bénéfices. 2 milliards. J'ai dit, il a mis 10 francs. Ils ont juste augmenté. Avec l'autorisation du conseil d'administration, ils ont augmenté 10 francs sur les produits. 10 francs CFA. Et en moins de 2 ans, ils ont eu 2 milliards. Et c'est avec les 2 milliards qu'ils ont construit le siège de la structure. C'est pour dire quoi? Il y a plusieurs mécanismes pour lever des fonds pour le sport. Les impôts, bon, c'est vrai qu'on va dire il faut que tout le monde contribue. C'est vrai. Mais il y a plusieurs solutions pour ça. Plusieurs solutions, Marcel. Le FMI dit quand même que d'ici 2019, les perspectives sont bonnes pour le Bénin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fois le FMI dit quelque chose de mauvais. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Mais le FMI le dit sur la base de ce qu'il a remarqué. Oui, je crois qu'il a des efforts. Ça, il faut le saluer. Et moi, je salue les efforts. Mais tout ce que nous disons, que ce soit Gédéon, que ce soit, c'est pour qu'on puisse tasser juste et bien. Tasser de manière à ce que le contribuable, quand on parle du contribuable, on puisse élargir le nombre de personnes qui contribuent et que ça ne soit pas les mêmes personnes qui sont chaque fois sollicitées pour les impôts. Parce que quand vous prenez le cas des sociétés d'État dont on a parlé qui doivent payer 1% pour le congé, je crois que c'est trop leur demander parce que ces sociétés ont d'autres obligations et le même gouvernement, le même État leur fait recours pour d'autres choses. Moi, je crois que il y avait une loi intéressante. La loi qu'on appelle la loi Gagnon-Soglo sur le mécénat, et qui est une loi, je ne sais pas si le gouvernement a jeté un coup d'œil sur cette loi, qui a proposé des choses intéressantes pour le financement du sport, parce que les montants pour financer le sport, aujourd'hui le sport coûte très cher, le sport de haut niveau. Si la vision, la philosophie du gouvernement, c'est d'avoir des sportifs de haut niveau, ça coûte cher, il faut mettre beaucoup plus d'argent, et je ne suis pas sûr qu'avec les 1% là, on pourrait revenir, encore que les sociétés dont on parle, le nombre est très réduit. Et donc, ils ont beaucoup d'autres obligations. Moi, je crois qu'il faut réfléchir, il faut innover, créer des tasses dans des endroits où il le faut pour choses. Et bien, voilà. Vous venez de le dire. Oui. Merci à vous, chers confrères. Je pense quand même que le gouvernement fait des efforts pour en arriver là. Marcel Joumenou, merci à vous. Merci, Ulvaïs. Merci, Gédéon Debar. C'était plaisir. À la prochaine. Sans plus tarder, à présent, on passe au dossier de la semaine. Selon des études menées par la Banque mondiale, plus de la moitié de la population adulte mondiale n'a accès à aucun service financier formel. Que comprendre à présent par l'inclusion financière, ce nouveau concept, et quels en sont les enjeux? Suivons cet élément. L'accès d'un plus grand nombre de la population aux services financiers reste aujourd'hui l'un des moyens efficaces de la réduction de la pauvreté. Je peux définir l'inclusion financière comme tout moyen légal, orthodoxe, pertinent, moderne, susceptible de permettre à ces populations exclues d'avoir accès à une gamme variée de services financiers qui puissent leur permettre de mener leurs activités en toute quiétude. Mener ces activités en toute quiétude nécessite donc des moyens financiers, d'où le recours aux institutions financières. Au Bénin, le taux de bancarisation tourne autour de 20 à 25% selon les spécialistes. Une bonne partie de la population, près de 75%, n'ont pas accès aux banques classiques. Donc, comment faire pour aider la population, leur permettre d'avoir accès à des services financiers à des coûts réduits, pour que tout le monde puisse avoir accès aux services financiers. Vous savez très bien que le chômage touche les jeunes. Et si ces jeunes-là n'ont pas accès aux services financiers, quid de leur projet, quid de l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu tout le sens qu'on peut donner au soutien que nous apportons au gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La direction de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique veut donc inciter les femmes et les jeunes à une indépendance économique. La BCEAO a déjà élaboré sa stratégie régionale d'inclusion financière. À partir de la stratégie de la BCEAO, nous devons réaliser, chaque pays de l'UEMOA doit réaliser sa stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, nous sommes en marche vers l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière.
Dans ses efforts, elle est soutenue par le projet ADAPAMI, appui au développement et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. Un projet qui entend d'ici 2023 inclure financièrement 500 000 nouveaux clients, dont 335 000 femmes et jeunes. Pour parler de l'inclusion financière, on reçoit sur ce plateau Maurice Couton. Il est le directeur du projet ADAPAMI, entendé appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance. Monsieur Couton, bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Alors, monsieur Couton, j'ai bien envie de vous demander, qu'entend-on par inclusion financière? Ok. On fera simple parce que nos téléspectateurs et nos auditeurs ne sont pas des spécialistes, de grands sachants. Pour faire court, lorsqu'on parle d'inclusion financière, c'est qu'il y a sûrement des gens qui en sont exclus. Prenons nos familles. Combien de personnes dans la famille Couton élargie, la famille à la béninoise, a accès aux services financiers? Combien d'entre ces personnes-là, hommes, femmes, jeunes, arrivent à ouvrir juste un compte, à épargner, à financer ces projets? Donc, au Bénin, et comme dans la plupart des pays de la sous-région, et même sur le plan mondial, il y a une bonne partie de la population qui reste exclue des services financiers. Mais cela est dû à quoi? Bon, cela est dû à plusieurs raisons. Lesquelles? Plusieurs raisons parce que, d'abord, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, d'autant plus que il faut avoir une certaine connaissance, une certaine compréhension du fonctionnement des choses pour savoir que lorsqu'on a envie de mener une activité, lorsqu'on a envie de faire des transactions, lorsqu'on a des projets à financer, on a besoin de faire avec des institutions financières et donc à remplir certaines conditions pour avoir accès aux services financiers. Donc c'est d'abord une question d'éducation. Donc dans notre pays, par exemple, où le niveau de scolarisation est ce qu'il est, il est normal qu'il est justifié que beaucoup de gens n'aient pas accès aux services financiers. Donc c'est d'abord fondamentalement une question d'éducation de base de la population, d'éducation des jeunes, d'éducation des femmes, à comprendre que se mettre en condition pour faire affaire avec des institutions financières, pour ouvrir un compte, pour solliciter du crédit, pour épargner, c'est d'abord et avant tout une question d'éducation. Et sous d'autres cieux, ça part déjà de l'école. Alors, vous voulez dire ainsi qu'il faut apprendre déjà à l'école, apprendre aux Béninois à épargner depuis l'école? Bien sûr, je travaille pour une organisation Développement international des jardins qui est quand même la plus grande coopérative financière du Canada. 7 millions de membres clients, plus de 100 ans d'existence. Ils en sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'on a fait de l'éducation financière à l'école. Les enfants déjà, dès le bas âge, épargnent, ont des livrets à l'école. Un enfant est capable d'épargner 5 francs. Mais il faut que l'enfant puisse... il ne gagne pas de l'argent de lui-même. Ce sont ses parents qui lui donnent de l'argent. Et il va encore en épargner. Réalité, je veux vous dire que le pauvre épargne.
C'est tout le sens de la microfinance. Le pauvre épargne parce que s'il a 10 francs et s'il fait de la projection, s'il a des projets, il peut épargner. Il peut épargner à la mesure de son revenu. Donc, je pense qu'il y a une culture à installer dans la tête de nos populations. Il y a de l'éducation à faire. Il y a de la sensibilisation à faire. Il faut commencer à résoudre le problème d'éducation pour que nous ayons une culture financière. Et ça va être un bon déclic pour l'inclusion. Alors justement, vous concluez si bien, l'inclusion financière aujourd'hui apporte quoi de nouveau dans le contexte où on a déjà la microfinance qui est déjà effective? Quels sont les atouts de l'inclusion financière? Bien, vous allez dire que on ne fait que des jeux de mots. Parce que la microfinance, elle est née simplement de l'incapacité des banques à toucher une bonne partie de la population. Voilà. Combien de nos parents arrivent à ouvrir un compte dans les banques classiques? Ils ne sont pas nombreux. Donc la microfinance s'est interposée pour devenir une sorte d'alternative aux banques, pour permettre à des populations initialement exclues des banques de se retrouver un tant soit peu, d'avoir accès aux services financiers. Alors aujourd'hui, l'inclusion financière fait la même chose? Mais la microfinance en elle-même n'a pas encore réussi à couvrir l'ensemble des populations. Et mieux, on a compris que l'inclusion financière ne dépend pas que des institutions de microfinance. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui conditionnent l'inclusion financière. Donc, pour avoir une approche plus globale, une approche plus inclusive, une approche plus ensembliste qui prenne en compte toutes les autres contraintes, on parle d'inclusion financière. Et lorsqu'on parle d'inclusion financière, ça prend les institutions de microfinance, bien sûr, ça prend les banques, bien sûr, mais ça prend de l'éducation financière, ça prend les fintech, ça prend les opérateurs de téléphonie mobile, ça prend l'État à travers un certain nombre d'infrastructures qu'il faut mettre en place pour que toutes les populations puissent avoir facilement accès aux services financiers. Tout l'inclusion financière. Alors, quelle est la place de l'inclusion financière au Bénin aujourd'hui? Bien, je peux dire que nous sommes dans la marche de l'inclusion financière. C'est-à-dire? Nous sommes dans la marche parce que les banques font ce qu'elles sont capables de faire. Il n'y a que les banques aujourd'hui qui travaillent à toucher les plus petits. On parle de danse câline. Les banques cherchent à aller plus bas. Plus bas, oui. Mais la microfinance cherche à augmenter sa portée, à toucher plus de personnes. Mais au Bénin, la microfinance a fait son chemin. Je peux vous dire que les 10 dernières années, le secteur de la microfinance du Bénin a cru véritablement. Mais si aujourd'hui on parle d'environ un peu plus de 2 millions de personnes concernées par ce secteur, et les autres. Donc, c'est vrai que la microfinance contribue, la microfinance traditionnelle contribue à l'inclusion financière, mais lorsqu'au Bénin on parle d'inclusion financière aujourd'hui, on est dans une dynamique de combiner les efforts de l'État, et là nous parlons de politique, de stratégie d'inclusion financière. Donc l'État crée toutes les conditions favorables pour que ces personnes jadis exclues puissent accéder aux services financiers. Et si vous permettez, c'est d'ailleurs ça le rôle de l'ADAPAMI. Bien sûr. Alors, l'ADAPAMI, concrètement, apporte quoi de nouveau à la microfinance que l'on connaît de façon traditionnelle? Bien. Le projet ADAPAMI, je dois situer très rapidement, est le fruit de la coopération entre
le gouvernement du Bénin et celui du Canada. C'est un projet d'appui technique qui vise à inclure financièrement 500 000 nouvelles personnes d'ici 2023. Et comment cela va se faire? D'ici 2023, c'est à côté. D'ici 2023, c'est à côté. Nous avons bâti toute une stratégie qui va nous y aider. Dans un premier temps, nous misons sur l'assainissement du secteur de la microfinance. Vous vous rappelez du phénomène ICC Service. Tout à fait. Lorsque les populations se font gruger par certaines organisations indélicates, elles ne pourront pas facilement, librement accéder aux services des institutions financières. Donc, l'un des volets du projet ADAPAMI, c'est de contribuer à ce que l'environnement soit assaini. Ça, nous le faisons avec le ministère des Finances et l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Et l'autre. Ensuite, oui. Si on doit offrir des services financiers, il faut travailler avec les institutions financières. Tout à fait. Nous travaillons avec 10 institutions financières du Bénin, des institutions financières agréées, reconnues par l'État. Et nous travaillons à ce que ces institutions se professionnalisent, c'est-à-dire exercent de façon professionnelle leur métier, le métier de banque, et que ces institutions se modernisent parce que l'inclusion financière suppose l'utilisation d'un certain nombre d'outils aujourd'hui, comme les technologies ou la digitalisation. Ensuite, notre troisième bras, c'est l'éducation financière. Nous avons compris qu'il ne faut pas travailler uniquement sur l'offre. Travailler sur l'offre, c'est travailler sur les institutions financières, à ce que ces institutions proposent que des services, proposent des possibilités d'ouverture de compte, proposent des produits financiers, mais il faut travailler sur la population. Et c'est le troisième volet important du projet ADAPAMI. Et là, nous travaillons à déployer, à développer un programme d'éducation financière à l'endroit des populations, scolarisées ou non, afin que ces personnes-là aient des connaissances basiques qui puissent leur permettre de se présenter librement devant les institutions financières, de se faire ouvrir un compte et de mener des activités avec ces institutions financières. Alors, d'ici 2023, vous comptez impacter combien de Béninois? D'ici 2023, il est clair que tous les Béninois l'objectif, nous sommes convaincus, avec toutes les stratégies que nous avons mises en place, avec l'implication de différents partenaires, parce qu'on en a 14, on a l'État, on a 10 institutions financières, on a l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Avec tout ce qu'on a mis en place, nous comptons largement inclus financièrement. Et quand je parle d'inclus financièrement, ce n'est pas ouvrir seulement des comptes, mais c'est réussir à ce que 500 000 nouvelles personnes, dont 335 000 femmes et jeunes, parce que vous savez, la question du chômage frappe beaucoup plus les jeunes, puissent accéder aux services financiers de façon durable. Ça, cet objectif, et si on ne les atteint pas, je perds mon poste. C'est ce que ça veut dire. On va prier pour vous. Mais là, nous sommes bien partis pour atteindre cet objectif. Mais au-delà, c'est de réussir à ce que l'État puisse élaborer sa propre stratégie d'inclusion financière. Parce qu'au niveau de la Banque centrale, il y a une stratégie régionale d'inclusion financière. Donc, c'est d'accompagner l'État pour que dans les mois à venir, pour que l'État béninois puisse disposer de sa propre stratégie d'inclusion financière, c'est d'aider aussi l'État à ce que l'éducation financière dont j'ai parlé tout à l'heure et que le projet ADAPAMI fait un petit bout, que l'éducation financière soit prise en charge par les pouvoirs publics de façon à ce que le niveau de nos populations soit corrigé, amélioré, pour que nous puissions progresser vers plus d'inclusion
financière. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maurice Couton. Vous êtes le directeur du projet ADAPAMI, appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de Week Echo de ce dimanche 11 novembre 2018. Retrouvez l'émission sur votre chaîne YouTube, la chaîne de l'ORTB. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur BB24, la chaîne du développement.